Ces dernières années, l'étude du comportement des animaux domestiques a pris beaucoup d'importance et acquis toute sa pertinence d'un point de vue très concret. Les progrès ont en effet été de taille en matière de compréhension des relations sociales, sexuelles, périnatales ou maternelles chez les animaux. Tout cela permet aujourd'hui aussi de mieux comprendre tous les comportements dits anormaux observables chez certains individus. Le bien-être des animaux est un concept désormais généralisé et compris par tous, à l'origine des études et des analyses menées à bien par l'homme, afin d'améliorer les relations qui l'unissent aux animaux. Toute découverte scientifique à propos du comportement des chevaux nous permet de juger en toute connaissance de cause les individus auxquels nous sommes confrontés. Par exemple, au moment de choisir un cheval, on est en mesure aujourd'hui de connaître dans les moindres détails toutes ses caractéristiques. La connaissance des réactions d'un cheval, tout comme celle de son histoire personnelle, devrait à ce propos figurer dans son dossier ou son livret de signalement au moment de l'achat ou de la vente. En effet, les chevaux ne sont pas doués de parole. C'est donc notre rôle, en quelque sorte, de parler pour eux. Les troubles du comportement chez un cheval peuvent avoir de multiples origines. Un accident, un choc, une mauvaise réaction, ou bien encore un mauvais traitement de la part de l'éleveur ou du propriétaire. Comprendre les origines d'un trouble, c'est déjà savoir y remédier en partie. Ce genre de connaissance ne peut qu'être bénéfique aux futurs propriétaires. L'attitude, la disposition et le tempérament de chaque cheval sont évalués avant de les lancer dans la compétition. Les changements d'environnement et les réactions plus ou moins négatives qui en découlent ne doivent pas nous échapper, afin d'éviter toute surprise. Certains éléments peuvent engendrer des changements soudains chez le cheval, notamment ceux qu'il perçoit par l'ouïe ou la vue. L'anxiété et la nervosité peuvent se lire dans les yeux d'un cheval et sont autant de signaux d'alerte face à des stimuli mal acceptés par l'animal dont nous ne percevons nous-mêmes pas forcément la portée. Au contraire, un œil qui se fige et ne bouge plus informe que le cheval est sur le point de se mettre en colère. Il s'agit en tout cas des prémices d'une réaction violente. D'instinct, le cheval a tendance à vouloir bouger. C'est un élément à prendre en compte lorsqu'on l'immobilise pour lui prodiguer des soins, par exemple. Il faut bien garder à l'esprit que l'immobilité n'est pas un comportement naturel pour le cheval. Souvent, le cheval réagit de manière brusque lorsqu'il lui est impossible de voir ce qui se passe sous son corps ou sous son nez. Des bruits inconnus venus d'en dessous peuvent ainsi occasionner des réactions parfois inattendues, voire brutales. Le contact direct de la main d'un homme sur la peau d'un cheval entraîne des réactions différentes d'un individu à l'autre et cette différence se fait encore sentir davantage lorsqu'on monte le cheval. Une sensibilité exacerbée de la part du cheval va également provoquer des réflexes et des réactions impulsives difficiles à contrôler. Il faut toujours se méfier des chevaux sujets à ce type de comportement. Après avoir observé pendant plusieurs jours l'attitude de notre cheval, il sera plus facile d'anticiper ses réactions. La relation sera de ce fait plus agréable et plus simple. La nourriture et l'eau sont des éléments qui renforcent la qualité du lien ou qui aident à en créer un. Certains chevaux ayant été victimes de la brutalité des hommes choisiront de ne pas s'alimenter ou de ne pas boire si cela leur permet d'éviter de s'approcher des humains. C'est alors l'instinct de survie qui parle. D'expérience, ils ont compris qu'ils auront plus de chances de survivre sans eau ni nourriture plutôt qu'en compagnie d'un homme. Ce genre de souvenir s'effaçant difficilement de la mémoire d'un cheval, il convient d'éviter l'acquisition d'un individu avec un tel passif. Par ailleurs, la survenue d'une maladie peut gêner les comportements normaux, comme le fait de s'étirer, de se gratter ou de se détendre les muscles. Si ce genre d'attitude vient à se raréfier, on peut s'attendre à ce qu'un problème survienne.
L'étude du comportement d'un cheval permet de se faire une idée précise de son état de santé. En effet, ces réactions ne sont pas des faits isolés, mais font partie d'un tout qui consiste pour le cheval à se sentir bien et en sécurité. L'étude des postures et de l'attitude d'un cheval permet également de recueillir des renseignements sur ce qu'il est. Pour ce faire, on l'observe lorsqu'il est calme et détendu. S'il ressent une légère douleur quelque part, il ne se reposera pas sur la partie endolorie. Au contraire, un animal sain fait reposer le poids de son corps de façon identique sur tous ses membres. Les antérieurs s'appuyant constamment sur le sol, le cheval va laisser reposer ses postérieurs en les posant l'un après l'autre sur la pointe du sabot. Les chevaux ne sont pas capables de simuler une boiterie pour éviter d'être sollicités. Lorsqu'on observe ce phénomène, c'est que la douleur est bien réelle. De manière générale, il convient donc de rappeler qu'une bonne observation du cheval et de son comportement est primordiale, surtout lorsqu'il se trouve dans un lieu calme, loin d'éléments perturbateurs. Certains détails sont révélateurs des facultés et des qualités qu'un cheval possède et qu'il saura mettre à profit en compétition. Les résultats s'exprimeront alors en chiffres et en statistiques, mais quoi qu'il en soit, la capacité et la rapidité d'apprentissage d'un cheval, sa réserve, sa peur, son courage, sa force, ou bien son besoin de retrouver ses congénères, sont autant d'éléments qui vont permettre de deviner et de dessiner son futur potentiel. Toutefois, les critères qui font un crack sont nombreux et variés, et rares sont les chevaux qui y répondent entièrement. Mais sait-on jamais? Selon la conformation et les proportions des exemplaires appartenant aux différentes races équines, on distinguait dans le passé deux grandes catégories de chevaux, les chevaux à sang chaud et à sang froid. Cette terminologie, aujourd'hui encore surtout utilisée par les anglo-saxons, laisse planer un doute sur la température de certains chevaux. Précisons tout de suite que cela n'a absolument rien à voir avec la température des chevaux, lesquels ont tous la même température corporelle de base, sans distinction. Mais d'où vient donc cette terminologie qui a longtemps fait référence dans la classification des différentes races de chevaux? On a pu constater à ce propos que les termes sang chaud et sang froid étaient également employés dans la classification et la description d'autres espèces animales. En effet, la plupart des mammifères ainsi que les oiseaux sont des animaux dits à sang chaud, ou plus scientifiquement homéothermes. Cela signifie qu'ils maintiennent leur température corporelle constante, indépendamment du milieu extérieur ou des changements climatiques pouvant intervenir au cours d'une même journée ou durant la succession des saisons. Ils sont ainsi capables de contrôler leur température interne, soit en brûlant des réserves de graisse pour se réchauffer lorsqu'il fait froid, soit en adaptant leur transpiration et leur respiration pour se rafraîchir lorsqu'il fait trop chaud. Chez les mammifères, une part importante de l'énergie absorbée par la nourriture est dépensée pour conserver l'organisme à la bonne température. Quant aux animaux dits à sang froid, appelés plus scientifiquement poikilothermes, ils se caractérisent par le fait que leur température corporelle varie en fonction de la température ambiante de leur environnement immédiat. Les insectes, les serpents, les lézards, ainsi que les poissons sont par exemple des animaux à sang froid. Pour en revenir aux chevaux et à leur classification, on peut affirmer que la plupart des spécimens appartenant aux races lourdes sont considérés comme des chevaux à sang froid. Citons entre autres le shire, le percheron ou encore le frison. Les chevaux lourds se distinguent par un tempérament placide et docile, ainsi que par une grande taille et une silhouette bréviligne, autrement dit compacte et trapue. Dans les régions froides, ils sont capables d'économiser leur énergie en fournissant un effort plus constant, mais aussi grâce à leur peau épaisse qui les protège du froid. Les races de chevaux à sang chaud présentent, elles,
une morphologie longiligne, donc plus élancée que les chevaux lourds, avec une peau plus fine et un tempérament vif et nerveux. La morphologie et la structure des races à sang froid permet de limiter les déperditions de chaleur. En effet, les déperditions de chaleur sont proportionnelles à la surface de la peau, tandis que la quantité de chaleur produite dépend, elle, du poids du cheval. Ce rapport avantage donc les chevaux lourds, y compris dans les climats froids, et leur permet de maintenir une température corporelle stable. La structure massive et les formes arrondies des chevaux lourds leur permettent également d'accumuler d'importantes réserves de graisse au cours de la belle saison qui se révèlent précieuses durant l'hiver, lorsque les pâturages et les fourrages sont pauvres. Les races à sang chaud ont en revanche plus de difficultés à accumuler des réserves de graisse et leur peau fine n'est pas très efficace pour conserver la chaleur. Leur structure et leur morphologie étant plus légères, leur capacité à économiser l'énergie est également moins importante. Et en hiver, lorsqu'ils ne sont pas protégés par des couvertures, ces chevaux peuvent maigrir rapidement. Par ailleurs, afin de capter une quantité plus importante de chaleur, les chevaux à sang froid présentent généralement une peau et une robe sombres. Ainsi, le frison se caractérise-t-il par sa robe noire, le chailleur par une robe allant du noir au bai, en passant par le bai brun, tandis que le percheron présente le plus souvent une robe noire, parfois grise. Les chevaux à sang chaud sont quant à eux vifs, nerveux et rapides. Voilà pourquoi la plupart d'entre eux sont des chevaux de course et de sport. Le pur-sang anglais est sans conteste la plus célèbre des races de chevaux à sang chaud. Si ces chevaux n'affichent généralement pas une très grande capacité de résistance au froid, ils doivent leur qualité de rapidité et d'agilité à leur morphologie légère. Bien sûr, les chevaux à sang chaud se distinguent de ceux à sang froid par le tempérament et le caractère, mais pas seulement. Les chevaux à sang chaud pourraient ainsi être comparés à des personnes hypermétaboliques, qui mangent sans grossir et se caractérisent par une grande nervosité. En effet, ces chevaux brûlent leur énergie dans des efforts violents et relativement brefs et affichent une grande sensibilité. Ce sont ce que l'on appelle des chevaux de selle. Les chevaux à sang froid, au contraire, seraient plutôt hypométaboliques, transformant leur énergie en masse musculaire. Voilà pourquoi ils se distinguent par leur puissance et leur force, se révélant donc de parfaits chevaux de trait. Avouons donc qu'il est assez difficile de confondre un cheval à sang chaud avec un cheval à sang froid. Pour finir, précisons qu'aujourd'hui, on a plutôt tendance à utiliser longiligne ou dolichomorphe pour qualifier un cheval à sang chaud et bréviligne ou brachymorphe pour qualifier un cheval à sang froid. On sait bien que les couleurs claires réfléchissent les rayons du soleil, tandis que les couleurs sombres les attirent et les absorbent. En ce qui concerne les chevaux, on peut dire que les robes sombres correspondent à des robes non diluées, tandis que les robes claires sont des robes diluées. Naturellement, il n'est pas ici question de prétendre que l'un ou l'autre de ce type de robe est plus pur. On sait juste qu'ils existent, et l'on cherche donc à savoir quand et pourquoi une robe claire peut être plus avantageuse pour un cheval qu'une robe sombre, et inversement. Pour commencer, on peut dire que dans les régions aux climats rudes et froids, ce sont généralement les chevaux à la robe sombre qui sont privilégiés. En effet, elle leur permet d'attirer et d'absorber les rayons du soleil et donc de maintenir plus facilement une température corporelle stable, sans dépenser trop d'énergie. Les robes claires, en revanche, sont plus indiquées et recherchées dans les régions chaudes, car elles reflètent les rayons du soleil sans augmenter de manière significative
la température corporelle des chevaux qui pourraient en souffrir. La protection constituée par le pelage favorise naturellement l'isolation thermique. Chez les races qui ont tendance à perdre leur poil en été, cette isolation est donc moins efficace et les chevaux concernés adaptent leur transpiration pour lutter contre les chaudes températures. On sait également que la plupart des poulains naissent avec une robe sombre et que l'éclaircissement, s'il est prévu, n'intervient que vers le 5e ou 6e mois. Cela leur permet de capter durant leurs premiers mois de vie le maximum de chaleur et donc de maintenir leur température corporelle élevée, en particulier pendant les longues heures de repos que la nature leur impose. Excepté les cas de robes partiellement albinos, les poulains issus de juments à la robe claire naissent avec une robe sombre et unie qui va progressivement changer et s'éclaircir au cours des mois suivants. Quant à la dilution, opérée, rappelons-le, par les gènes de dilution, il est intéressant de constater qu'elle se manifeste surtout sur les régions du corps où la peau est plus fine et où les déperditions de chaleur sont donc plus importantes. Il s'agit des zones quasiment dépourvues de poils, comme le bout du nez, les parties génitales ou encore les flancs. En observant plus attentivement ces zones, on peut également remarquer que c'est aux mêmes endroits que l'on retrouve la majorité des poils jaunes sur les robes alezan ou isabelle. Pour le bien-être des chevaux, ces zones doivent être maintenues assez fraîches. La nature fait bien les choses, puisque les régions en question sont presque toujours plus claires que le reste du corps, et ce, chez tous les animaux ou presque. On peut également s'intéresser au comportement et à la dominance génétique des poils clairs ou dilués par rapport aux poils sombres ou non dilués. On peut affirmer à ce propos que la dominance des poils clairs est assez nette. Les robes sombres semblent en effet donner facilement lieu à des nuances et à des robes claires et diluées, lorsqu'elles sont croisées avec ces dernières. La dominance des gènes qui éclaircissent les robes sombres est également évidente, sans pour autant diluer la pigmentation de base. On se trouve ainsi confronté à une dominance du rouan et du gris sur les autres robes sombres. Les ancêtres du cheval domestique ne présentaient pas une grande variété de robes. Les chevaux sauvages étaient généralement dotés d'un pelage sombre pour ne pas attirer l'attention, notamment de leurs prédateurs. L'évolution de l'espèce, ainsi que les changements de mode de vie et d'environnement, ont donné lieu à de nombreux croisements et par conséquent à de nouvelles variétés de robes. Le gène responsable de la robe blanche, le gène W, empêche en effet la production de pigments lorsqu'il est dominant. Les gènes de dilution agissent, eux, sur la pigmentation de base. Deux gènes de dilution associés peuvent éclaircir encore davantage les robes déjà claires, allant parfois jusqu'à donner une robe entièrement blanche. Lorsqu'on croise un cheval et une jument présentant tous les deux une robe sombre, mais que l'un des deux avait un géniteur à la robe claire, alors il est tout à fait possible que le poulain issu du croisement ait une robe claire, si le gène est dominant. Si la génétique est un domaine complexe, on sait néanmoins chez les chevaux qu'il est bien plus fréquent et facile de voir une robe s'éclaircir plutôt que le contraire. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les robes noires sont relativement rares, obligeant les éleveurs n'acceptant que cette nuance de robe à une sélection très rigoureuse. La notion de race dans le domaine du cheval de sport est aujourd'hui un peu désuète. En effet, dans le monde entier, c'est davantage la notion de studbook qui prévaut. Les chevaux n'y sont plus forcément enregistrés en fonction de leur appartenance à une race, en l'occurrence celle de leur géniteur, mais plutôt selon des critères de performance et des caractéristiques bien précises. Le sel italien ne fait pas exception à la règle.
lui qui est le fruit de croisements entre des étalons et des poulinières de différentes races et de différentes nationalités. Comme dans la plupart des élevages européens, le test de performance a aussi été instauré en Italie pour permettre d'évaluer correctement le potentiel génétique des étalons reproducteurs. Les jeunes étalons ne sont approuvés qu'après avoir passé avec succès une série de tests dont l'objectif est d'évaluer aussi bien leur comportement que leur santé et leurs conditions physiques. Ces tests permettent de mettre en lumière 3 paramètres essentiels: le tempérament du cheval, sa capacité athlétique ainsi que son aptitude au saut. Le studbook du sel italien, géré aujourd'hui par l'Union nationale pour le développement des races chevalines italiennes, a été créé au début des années 70 pour répondre à la demande croissante des éleveurs désireux d'obtenir un cheval de sport spécifiquement italien. Ce processus d'amélioration du cheval de sport italien, destiné principalement aux concours hippiques, s'est tout d'abord appuyé sur les étalons reproducteurs nationaux tels que le calabrais, le maremmano ou encore le persan salernitain. Pour un modèle plus orienté vers le trait, les croisements ont été effectués avec la maremmano du Latium ou le napolitain. Si dans d'autres pays européens, des programmes précis de sélection ont permis la création ou la modification de races telles que le sel français, l'hanovrien ou le Holstein, en Italie, une partie du patrimoine équin a hélas été perdue. À l'époque, on se contentait de choisir les meilleurs spécimens pour les compétitions et les concours, sans forcément veiller à maintenir des lignées d'étalons reproducteurs et de juments poulinières. Mais les résultats remarquables obtenus par les chevaux de sport transalpins ont poussé les éleveurs italiens à importer en nombre des chevaux des 4 coins de l'Europe. De ce fait, le sel italien a pu intégrer de prestigieux courants de sang et obtenir d'excellents résultats, favorisant le développement de la race. Toutefois, le sel italien n'a pas vraiment de caractéristiques propres. En effet, la grande diversité de ses ascendants fait qu'il existe de nombreux modèles dans la race et qu'il est difficile de dégager un modèle type. Le studbook du cheval de sel italien le définit comme le produit dérivant du croisement entre le pur sang anglais, le pur sang arabe, l'anglo-arabe et ses dérivés, l'anglo-arabe sarde et ses dérivés, et des poulinières italiennes ayant des dispositions à la selle, une généalogie certifiée et ne revendiquant pas d'ascendants appartenant à une race de chevaux de trait, au moins jusqu'à la 3e génération. Les chevaux doivent cependant présenter les caractéristiques suivantes. Une hauteur au garrot supérieure ou égale à 1,56 m. Une certaine élégance, des qualités de résistance et de robustesse, ainsi qu'une généalogie vérifiée. Une conformation générale harmonieuse, avec une structure osseuse et musculaire favorisant les allures déliées et énergiques et adaptée aux efforts et aux exigences de la plupart des disciplines sportives. On privilégie généralement un cheval à la morphologie longiligne ou dolichomorphe et une tête élégante et bien proportionnée. L'encolure doit être longue, déliée et bien dégagée des épaules. Les membres doivent être bien dessinés, longs, fins et assez secs. Le corps bien proportionné, élégant mais relativement robuste, avec des allures souples mais vives. Enfin, le caractère est de préférence vif et nerveux et plein de bonne volonté. Les robes les plus courantes chez le sel italien sont le bai, le noir et l'alezan. Toutes les robes sont toutefois acceptées, excepté le pinto. Comme la plupart des races de chevaux modernes, l'élégant et fier sel italien est né de la volonté et des besoins de l'homme. Mais c'est bien grâce à sa rapidité et à sa sensibilité qu'il se révèle être un cheval particulièrement performant dans les disciplines telles que le saut d'obstacle, le dressage, le concours complet ou encore l'endurance. Dans le monde entier, les courses de chevaux déchaînent les passions.
Ces réunions hippiques constituent une véritable industrie, impliquant de très nombreux corps de métier. Les éleveurs, épaulés par les vétérinaires, produisent les futurs cracks des hippodromes. Les palefreniers soigneurs sont chargés de l'entretien des écuries ainsi que de l'alimentation et des soins aux chevaux. Les vendeurs de chevaux professionnels apportent leurs conseils et leur expertise aux propriétaires pour trouver le cheval dont ils rêvent. Les transporteurs s'occupent de l'acheminement des chevaux. Les laboratoires développent des médicaments destinés à améliorer les conditions de santé des chevaux. Ensuite, lorsqu'ils sont en âge de courir, les chevaux sont confiés à un entraîneur qui, avec les grooms et les jockeys, les prépare à la compétition. Les selliers, eux, conçoivent et créent les selles et les harnais. Le personnel des hippodromes est chargé de l'entretien de la piste et des boxes. Juste avant les courses, le personnel est aussi chargé de faire rentrer les chevaux dans les stalles de départ. Les courses représentent donc une activité porteuse. Si elles passionnent les foules, elles font aussi vivre de très nombreuses personnes. Dans les pays aux hivers rudes et où la neige fait partie intégrante du décor, les courses sont cependant souvent suspendues jusqu'au retour du printemps, en attendant que les pistes soient de nouveau praticables. Toutefois, cet arrêt de l'activité durant les longs mois d'hiver n'arrange pas tout le monde, en particulier ceux pour qui l'organisation et la tenue des courses représentent la principale source de revenus. C'est en partie pour cette raison qu'en Suisse, à Saint-Moritz, les courses de chevaux ne connaissent pratiquement pas de trêve pendant l'hiver. De plus, de nombreux sponsors, parmi lesquels des marques de renom, s'associent à ces courses un peu particulières et mettent en jeu des prix prestigieux pour les vainqueurs. Ces célèbres courses d'hiver de Saint-Moritz attirent un public toujours nombreux et enthousiaste, réunis par une même passion, celle du cheval. Les courses sur des pistes glacées et enneigées ne ressemblent en rien aux courses traditionnelles, pratiquées sur des pistes en cendré, en terre battue ou en herbe. De ce fait, les résultats obtenus sur la neige n'ont pas forcément beaucoup de signification, car ces courses requièrent de la part des chevaux une aptitude tout à fait particulière et nécessitent un entraînement spécifique. Ce qui ne change pas, en revanche, d'un hippodrome classique, c'est la présence de nombreux parieurs. Les virages en épingle à cheveux obligent toutefois les organisateurs à privilégier des distances courtes pour plus de sécurité. Les courses ne dépassent donc pas 800 mètres. Les chevaux arrivent sur place quelques heures seulement avant le début des courses. Il est bien sûr indispensable de leur faire reconnaître le parcours, mais également de les ferrer avec des fers à crampons pour une meilleure adhérence à la piste. Pendant ce temps, les dameuses resurfacent la neige toute fraîche afin que la piste soit fin prête pour les courses. En tribune, l'excitation est palpable. Il ne reste plus que quelques instants pour choisir son cheval favori. Les haut-parleurs annoncent les noms et les numéros des partants, tandis que les chevaux sont scellés pour la présentation dans le paddock. Les jockeys reçoivent ensuite les ultimes recommandations de leurs entraîneurs et montent en selle. Chacun d'entre eux se distingue par sa casaque et sa toque, aux couleurs du propriétaire du cheval. Ils pénètrent ensuite sur la piste pour l'échauffement. Il est en effet fondamental de bien échauffer les chevaux avant de les soumettre à des efforts intenses, en particulier lorsqu'il fait très froid. Les parieurs font leur dernier pronostic, alors que les chevaux se dirigent vers les stalles de départ. Saint-Moritz prend des airs de fête dans un décor grandiose pour un événement à la fois sportif et mondain. Puis, le départ est enfin donné et les stalles s'ouvrent toutes simultanément pour laisser jaillir les chevaux. La ligne droite, longue de 800 mètres, est plus courte que lors d'une course traditionnelle, mais pour le public et les propriétaires, elle semble interminable.
Un cheval se détache en tête et creuse l'écart, tandis que les poursuivants font tout pour ne pas perdre trop de terrain et rester dans la course. Les chevaux laissent derrière eux un véritable nuage de neige, soulevé par les fers à crampons. La fin de la course est parfois un peu confuse pour les spectateurs, qui ne parviennent pas toujours à distinguer le cheval qui franchit la ligne d'arrivée en tête. Est-ce bien celui sur lequel ils ont misé? Tandis que le vainqueur reçoit son prix, le public applaudit chaleureusement le propriétaire du cheval. Ces courses représentent aussi une victoire pour tous ceux qui sont parvenus à maintenir cette activité, même au plus fort de l'hiver. Ce documentaire montre des pratiques autrefois courantes, mais qui sont aujourd'hui déconseillées par la plupart des éthologues, en raison des traumatismes possibles. Il n'a donc pas valeur de recommandation. C'est au printemps, lorsque la végétation se réveille après de longs et froids mois d'hiver, que la plupart des poulains viennent au monde. Les besoins des poulains en lait coïncident donc avec le printemps et l'arrivée de l'été, lorsque les pâturages sont abondants et l'herbe riche en azote, favorisant leur développement. Les journées sont aussi plus longues et plus chaudes. Quand vient l'automne, les poulains commencent déjà à brouter et à se nourrir d'herbe, même s'ils continuent parfois à téter. Leur appareil digestif est déjà adapté à cette nouvelle forme d'alimentation qui sera désormais la leur. Le lait maternel reste cependant un plaisir pour le poulain qui, même s'il tète moins souvent, stimule une production de lait continue de la part de la jument. Autrefois, les couleurs ocre de l'automne et les feuilles au sol rappelaient aux éleveurs que le moment était venu de séparer les poulains, alors âgés de 6 ou 7 mois, de leurs mères respectives et de les sevrer. Aujourd'hui, on considère cela comme un sevrage trop précoce. Les éleveurs, en pratiquant un sevrage précoce, permettaient néanmoins aux juments de récupérer plus vite de leur période d'allaitement et d'accumuler un peu plus tôt les réserves nécessaires pour l'hiver, et ce, sans mettre en péril la gestation suivante. Rappelons que le sevrage correspond au moment où le poulain, ayant cessé de téter sa mère, est séparé de cette dernière, ce qui le prive définitivement des mamelles qui l'ont nourri depuis sa naissance. Naturellement, séparer un poulain de sa mère n'a jamais été chose facile, car ils ont chacun besoin de l'autre et se cherchent en permanence. Le lien qui les unit est très fort, mais il faut pourtant le rompre pour créer deux individus indépendants. Pratiquement parlant, pour un sevrage précoce, on plaçait les juments et les poulains dans un même enclos le plus grand possible. À tour de rôle, chaque jument et son poulain étaient emmenés à l'écart du groupe pour procéder dans le calme. On les faisait ensuite entrer dans un même box pour mieux les contrôler et travailler en toute sécurité. On faisait d'abord entrer la jument, puis le poulain. Équipée d'un licol, la jument était ensuite emmenée hors du box, tandis que le poulain y était, lui, retenu. Une fois sa mère sortie et la porte refermée, le poulain était libéré dans le box. La jument était ensuite emmenée dans un pré suffisamment éloigné, de manière à ce que ni elle n'entende les cris de son poulain, ni lui n'entende les appels effrénés de sa mère, et ce pendant plusieurs jours. Lorsque l'espace à disposition était plus réduit, il était impossible d'éloigner véritablement la jument. La solution consistait alors à les séparer en plaçant la jument dans un box voisin, ce qui laissait au poulain la possibilité d'entendre ses hennissements, sans toutefois être en contact avec elle. La lactation est basée sur le principe de l'offre et de la demande. Si le poulain ne tète plus, la production de lait cesse. Il n'est pas rare d'observer chez la jument une inflammation des mamelles, appelée mamite, dans les premiers jours suivant le sevrage. Cela ne dure généralement pas plus d'une semaine. Par ailleurs, administrer un antibiotique à large spectre
permettait aussi d'éviter que la jument ne contracte des infections provoquées par l'accumulation de lait. La séparation entre le poulain et sa mère doit durer au moins 1 mois. En effet, après cette période d'interruption de la lactation, la jument ne peut plus produire de lait. Les éleveurs choisissent souvent la période du sevrage pour éliminer le sentiment de peur que le poulain peut éprouver face à l'homme, mais également pour renforcer l'imprégnation ou l'imprinting, autrement dit les phénomènes d'attachement développés dès la naissance du poulain. Lorsque le poulain n'éprouve plus de sentiment de peur, certains choisissent d'utiliser un licol pour mieux le contrôler. À partir de ce moment, le poulain doit apprendre à se débrouiller tout seul. Il est donc fondamental de veiller à ce qu'il s'alimente bien et vivement recommandé de le vermifuger, les poulains étant plus vulnérables aux parasites que les chevaux adultes. On sait aussi qu'à l'approche de l'hiver et de ces froides journées, il est nécessaire de vacciner le poulain, notamment contre les maladies et les affections respiratoires. Les poulains continuent naturellement de jouer et de galoper comme avant, ce qui entraîne d'ailleurs parfois quelques blessures. Pour limiter les risques, il est aussi conseillé de vacciner le poulain contre le tétanos. En effet, en cas de lésion, il suffit juste de bien nettoyer et de soigner correctement la blessure. Après avoir vacciné le poulain, on peut ensuite lui apprendre à être mené en main, avec un licol et une longe. Le moment est alors venu de le laisser en liberté dans un enclos, aux côtés d'une jument docile et calme, qui lui servira de guide et de protectrice à la fois. Cette dernière va effectivement tranquilliser le poulain et lui apprendre, si cela n'a pas déjà été fait, à manger par mimétisme. Le poulain, en effet, ne se nourrit pas naturellement de granulés, à moins qu'il ne voie un autre cheval le faire. Le sevrage est donc le moment où le poulain change de vie. Il doit s'adapter au monde qui l'entoure, mais aussi affirmer son tempérament et son caractère. Voilà pourquoi on privilégie aujourd'hui un sevrage naturel et progressif autour de 10 mois. Qu'il soit entouré d'autres chevaux adultes ou bien seul, le poulain se prépare progressivement au débourrage, puis au dressage et à l'entraînement, qui en feront peut-être le cheval dont son propriétaire a toujours rêvé. Les exercices de dressage destinés spécifiquement au travail avec le bétail présentent l'avantage de développer chez le cheval des capacités à la fois de puissance, nécessaires pour s'adapter aux différentes situations proposées par le bétail, et d'équilibre, qui lui permettent de travailler avec assurance et en toute sécurité. Il est toutefois déconseillé au cours du dressage d'exposer le cheval au danger que peut représenter le bétail, sachant qu'il existe une série d'exercices permettant de développer ses capacités de réaction et destinés dans le même temps à perfectionner son équilibre. Pour bien réaliser ces exercices, il est essentiel que le cheval réponde correctement aux aides, en particulier aux jambes, et qu'il possède une bonne flexibilité latérale. Si ces qualités lui font défaut, il sera hélas difficile d'obtenir de la part du cheval les mouvements exigés par ces exercices. De ce fait, le degré d'exigence varie selon que l'on travaille avec un cheval jeune et inexpérimenté ou bien déjà dressé. Il faut donc également faire preuve de patience et ne pas se décourager lorsque les choses ne se déroulent pas comme on l'aurait souhaité. Cet exercice, appelé communément « tête au mur », n'est en réalité qu'une version un peu plus élaborée du travail en contre-incurvation ou sur 2 pistes que l'on avait traité dans un chapitre précédent. Il consiste à développer l'inflexion et la souplesse du cheval contre le mur du manège, qui l'empêche de fuir en avant.
La jambe doit par ailleurs empêcher le cheval de se déplacer dans la direction opposée à celle des aides. Lorsqu'on observe le mouvement d'un cheval en contre-incurvation, on peut remarquer que l'ensemble de son corps se fléchit et s'arrondit, tandis qu'il travaille sur deux pistes, le côté concave contre le mur, le côté convexe vers le centre du manège ou de la carrière. Les antérieurs avancent parallèlement à la piste, en se croisant vers l'avant, dans un exercice qui améliore à la fois la flexion et l'étirement latéral de chacun d'entre eux, ce qui va se révéler plus tard très utile dans les voltes et les mouvements latéraux. Il en est de même avec les postérieurs. L'impulsion que l'on transmet au cheval le pousse à abaisser sa croupe et à laisser ses postérieurs sous sa masse, favorisant ainsi une attitude rassemblée. Les postérieurs se croisent eux aussi en avant dans un mouvement général à la fois vers l'avant et latéral, renforçant aussi bien les muscles abducteurs qu'adducteurs, ce qui se révèle très bénéfique pour les exercices que l'on souhaite réaliser. Chez un jeune cheval pas encore dressé, la réaction sera plus lente, car les jambes ne peuvent pas encore exiger une session franche et immédiate. Le jeune cheval va certes exécuter correctement un demi-tour, mais son cavalier ne ressentira pas la force transmise habituellement par un cheval expérimenté lorsque ses postérieurs s'engagent sous sa masse et se portent en avant avec énergie. Chez les chevaux ayant un niveau de dressage moyen et qui sont sujets au surpoids, on observera une volonté de réaliser correctement l'exercice ainsi qu'une bonne impulsion, toutefois limitée par une flexibilité latérale insuffisante, ce qui les oblige à se déplacer plus lentement. Naturellement, la répétition des exercices et des mouvements porte ses fruits et permet d'améliorer le niveau et la sensibilité du cheval. Ils se préparent en effet tout seuls à répéter l'exercice que l'on vient juste de travailler, cherchant en ce faisant à atténuer l'action de la jambe dont ils n'apprécient que modérément le contact. Lorsqu'un cheval est souple et qu'il fait preuve de bonne volonté, ses réactions sont rapides et l'on sent clairement que ses mouvements sont de plus en plus équilibrés et qu'il maintient la cadence lorsqu'il effectue un demi-tour dans la direction opposée, tout en aisance et en maîtrise. Il faut bien sûr accompagner le mouvement du cheval et pour demander un demi-tour, pousser les hanches du côté opposé avec la jambe isolée. Pour un demi-tour à droite, on agite avec la jambe gauche pour pousser les hanches du côté opposé, donc à droite, et inversement. L'arène extérieure s'appuie, elle, sur l'encolure, mais sans faire ralentir le cheval. Il est préférable de se concentrer sur l'arène intérieure pour pousser l'avant-main du cheval dans la direction souhaitée, dès lors que le cheval reste un peu en retrait. Progressivement, l'exercice va se faire plus naturellement, tandis que le cheval va renforcer ses muscles et ses tendons, limitant ainsi les risques de lésions à l'avenir. Cet exercice fait donc travailler les changements de direction et enseigne au cheval à tourner sans effort dès qu'il le souhaite pour repartir dans la direction opposée. C'est exactement ce que recherchent les cavaliers qui travaillent avec le bétail et qui sont parfois confrontés à des vaches et à des veaux un peu récalcitrants. Autrefois, les dames ne pouvaient pas monter à cheval à califourchon comme les hommes. Si certains affirment que cela était considéré comme inélégant et dangereux, c'est surtout parce que le port du pantalon leur était interdit.
Pour permettre aux dames de monter en position latérale, les deux jambes du côté gauche du cheval, plusieurs sortes de selles furent conçues. Aujourd'hui, la selle amazone ou selle à fourche assure une meilleure stabilité et un meilleur équilibre aux cavalières. En effet, les fourches soutiennent et fixent les deux jambes. Traditionnellement, on utilisait pour les robes et les jupons des étoffes sombres et épaisses, d'une part afin de masquer la saleté provoquée par le frottement et le contact avec le cheval, d'autre part pour éviter que le vent ne les soulève. La tenue vestimentaire des cavalières qui montaient en amazone dépendait par ailleurs de la discipline ou de la manifestation à laquelle elles prenaient part. À l'époque, il s'agissait des vêtements les plus communs, de la tulle, des voiles, des chemises claires ou à rayures portées sous un corset ou un gilet qui épousaient la silhouette des cavalières pour mieux les mettre en valeur. Les cavalières montaient avec les cheveux rassemblés en un chignon, le nœud attaché assez bas et recouvert d'une résille. Aujourd'hui encore, il existe des règles très précises concernant la tenue vestimentaire des Amazones. Elles sont toujours scrupuleusement respectées. En effet, n'oublions pas que dans le monde de l'équitation, les Amazones se distinguent par leur grande élégance. Chaque pays a ses propres traditions et sa propre histoire. Les us et coutumes sont donc très variables d'un endroit à l'autre. Les chaussures les plus appropriées sont des bottillons avec des guêtres de cuir ou des bottes classiques. Les cheveux, on l'a dit, doivent être attachés et recouverts d'un chapeau à large bord, d'un melon avec écharpe ou encore d'un demi-haut de forme, le Kronstadt, est maintenu par une résille. Les bijoux, les fantaisies, ainsi que les fleurs sont toutefois formellement exclus des concours. Pour monter à cheval en amazone, les dames doivent être assistées afin de s'asseoir correctement au centre de la selle tout en adoptant une position bien équilibrée. Elles doivent tenir leur jupe ainsi que les rênes avec la main gauche, la main droite leur permettant de s'agripper au pommeau de la selle pour se soulever et s'asseoir tout en douceur. Pour descendre de selle, en revanche, elles doivent libérer leur jambe droite de la fourche et la gauche de l'étrier. Il existe différentes compétitions de monte en amazone, durant lesquelles les jurys évaluent les cavalières et leurs montures dans les moindres détails, en binôme puis séparément, jugeant aussi bien l'aspect technique qu'esthétique, et ce, à toutes les allures. Pour les concours dits de tenues historiques, les Amazones sont tenues de monter avec des costumes d'époque. On peut ainsi apprécier des toilettes de différentes époques historiques, dont certaines sont de véritables œuvres d'art capables de nous transporter dans le passé. La position en selle de l'Amazone doit naturellement être bien équilibrée comme celle d'un cavalier à califourchon. Le dos légèrement en arrière, les mains lâches et légères, les épaules bien alignées et la tête portée haut. Le poids du corps doit tomber juste derrière le centre de gravité du cheval. La jambe droite descend parallèlement à l'épaule du cheval et le pied peut être tenu soit droit, soit légèrement vers le bas, de manière à ce que le genou soit bien stable. Les étriers sont plus courts, même si leur longueur peut varier selon l'habitude et la façon de monter de la cavalière. Les mains peuvent venir s'appuyer sur le genou ou sur les côtés, et leur hauteur varie en fonction des indications transmises par la cavalière à sa monture. Les rênes pour la monte en amazone sont plus longues que les rênes traditionnelles, car les mains de l'amazone sont placées plus en arrière que celles du cavalier à califourchon. L'Amazone n'ayant pas de moyens pour agir à droite, elle se sert d'une longue cravache pour indiquer les changements d'allure en remplacement de sa jambe droite. Il existe différents modèles de selles Amazones qui ont toutes le même objectif, rendre la monte en Amazone la plus confortable possible, aussi bien pour la cavalière que pour sa monture. Si la plupart des disciplines équestres ont largement évolué dans le temps, la monte en Amazone se pratique encore comme autrefois, perpétuant une certaine tradition et une certaine idée de l'élégance à cheval.